Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Le Bouleux et je suis ingénieur à l'INSI, ici à Strasbourg. Et avec ma collègue doctorante Léa, on va vous parler de l'évaluation de la douleur et des circuits neuronaux de la dépression chez la souris. Alors, une présentation rapide de nos parcours. Donc moi j'ai fait une licence sciences du vivant à Nancy, suite à quoi j'ai intégré la première année du master physiopathologie ici à Strasbourg. Ça m'a pas trop plu et c'était pas mon truc. Et moi, je voulais faire de la neuro. Donc, j'ai intégré ensuite le master neurosciences cellulaires et intégratives ici à l'Université de Strasbourg. À la fin de mon M2, j'ai eu la chance de pouvoir décrocher un poste d'ingénieur d'études dans l'équipe dans laquelle j'ai fait mon M2. J'ai eu un contrat pendant 6 mois. À la fin de ce contrat, j'ai décidé de voyager un petit peu. Et là, ça fait un peu plus d'un an que je suis revenu en France et j'ai eu d'énormes chances de pouvoir réintégrer la même équipe et de pouvoir retravailler en tant qu'ingénieur d'études, toujours ici à l'INSI. Moi, de mon côté, le parcours il est franchement plus linéaire et franchement plus rapide. Je vous laisse décider au choix, c'est parce que je suis pas très intéressante ou parce que je savais directement ce que je savais faire. Je peux vous dire la réponse. Donc après un baccalauréat scientifique, j'ai continué avec une licence en sciences du vivant à Strasbourg. En fin de licence, j'ai eu quelques cours de neuro, j'ai trouvé ça cool, donc j'ai postulé pour le master en neurosciences. J'ai fait mes 2 ans de master, je suis rentrée en stage ici à l'INSI. Je trouvais le sujet super cool, je m'entendais super bien avec l'équipe, donc je me suis dit là, je vais continuer en thèse avec eux, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis en doctorat, et dans mon doctorat, je travaille sur la contribution de la voie amygdalo-singulaire dans la dépression et sa comorbidité dans la douleur chronique. On y reviendra plus tard. Et donc, comme Quentin vous l'a dit, on est tous les deux dans la même équipe. Donc, au sein de l'Institut de neurosciences cellulaires et intégratives, on est dans l'équipe neuroanatomie, douleur et psychopathologie. Donc, cette équipe, elle est dirigée par 2 chercheurs, le docteur Michel Barbeau et le docteur Ivek Yalcin. Et donc, Ivek Yalcin, c'est aussi ma chef d'équipe. Et ces projets, en fait, ils vont tourner autour de la comorbidité entre les douleurs chroniques et les troubles de l'humeur. Et donc, dans cette mini-équipe au sein de notre équipe, donc on a une post-doctorante, 3 doctorants, un ingénieur d'études et une étudiante en master. Pour vous donner une petite idée de la taille de l'équipe, et effectivement un chercheur invité. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre dessus, pardon. Et donc en fait, la thématique d'étude en fait, de notre équipe, c'est vraiment de comprendre les structures cérébrales et les circuits qui vont être impliqués d'une part dans la dépression, dans l'anxiété, dans la douleur et dans la comorbidité entre ces 3 pathologies. Et quant à moi, je travaille sous la direction de la docteure Mélanie Kremer dans la suite d'expérimentation comportementale, qui est encore une sous-partie de l'équipe qui est un peu autonome, qui va d'ailleurs bientôt devenir une plateforme d'expérimentation comportementale. Et du coup, on n'est que 3, donc il y a la chef et on est 2 ingénieurs d'études. Et nous, on étudie en fait les approches pharmacologiques pour les traitements de la douleur. Je vais vous parler un petit peu de la douleur, même si on l'a déjà vu. Donc, qu'est-ce que c'est la douleur? La douleur, elle est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable résultant d'une liaison tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans les termes d'une telle lésion. C'est l'ancienne définition, la nouvelle, elle a un petit peu changé, mais elle est encore moins digeste. On distingue 2 types de douleurs. Donc, une douleur aiguë, qui va être courte dans le temps, qui a une cause précise, et une fois que la cause a disparu, la douleur disparaît. Et en fait, ça va être un signal d'alarme, c'est un mécanisme de protection pour notre corps pour éviter de se détruire. Et on l'oppose à la douleur chronique, qui elle est une douleur qui va persister dans le temps, même lorsque la cause a disparu. Les causes sont souvent multiples et pas très faciles à définir et à trouver, et c'est une douleur qui est très handicapante. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à la douleur neuropathique, qui est donc un type de douleur chronique. Donc la douleur neuropathique, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur causée par une lésion du système nerveux. Typiquement, chez l'homme, c'est la sciatique. Donc c'est une compression du nerf sciatique entre les 2 disques vertébraux. Et donc ça va entraîner une douleur qui part du bas du dos, qui va irradier au niveau de la fesse et qui va descendre sur tout le trajet du nerf sciatique. Et donc les gens, vous avez aussi quand vous tapez le coude dans le coin de la table et que ça brûle et que ça irradie, bah c'est ça. Ça c'est une douleur neuropathique. Donc les patients qui souffrent de ce type de douleur, ils parlent de sensations de brûlure, de froid intense, des piqûres, des picotements. Donc c'est vraiment des choses. On a aussi des pertes de sensibilité. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Et le problème de ces douleurs, c'est qu'on les comprend pas très bien et surtout on les traite pas très très bien. Parce que, en fait, les 2 armes qu'on a, c'est des antidépresseurs, majoritairement tricycliques,
et des anticonvulsivants. Et en fait, c'est des molécules qui ne sont pas du tout prévues pour ça, mais c'est ce qui marche, donc c'est ce qu'on utilise. Il faut savoir qu'il y a 7 à 8% des adultes qui souffrent de douleurs neuropathiques, donc c'est pas rien. Donc ça montre aussi l'intérêt qu'il y a à comprendre mieux cette douleur et surtout à étudier et à trouver des nouvelles molécules pour traiter cette douleur. Donc nous, au laboratoire, on a développé un modèle de douleur neuropathique qui s'appelle le modèle du CUF. Alors en fait, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est une chirurgie qui va consister à faire une incision au niveau de la cuisse, à sortir le nerf sciatique de notre souris, on travaille sur la souris. Et en fait, on va poser un tout petit manchon en plastique, une gaine, qui va entourer le nerf et qui en fait va faire une compression. C'est typiquement ce qu'on retrouve au niveau de la douleur sciatique. Donc ça, c'est nos animaux CUF. Et ces animaux-là, au niveau de la patte sur lesquelles on a posé le manchon, ils vont développer une douleur neuropathique. Mais ils ne vont rien avoir à la patte de l'autre côté. Et nos animaux contrôle, c'est des animaux chats, donc c'est des animaux auxquels on fait exactement la même chirurgie, sauf qu'on ne va pas poser le manchon. Et à la suite de cette chirurgie, donc les animaux vont développer ou pas une douleur neuropathique. Et en fait, on va la scorer, mesurer grâce à un test des filaments de Bonnefied. Donc on mesure l'allodynie mécanique. Donc l'allodynie, c'est une douleur, c'est un stimulus qui est normalement non douloureux, qui devient douloureux. Et donc c'est mécanique parce que c'est un stimulus chimique. Et en fait, le test des filaments de Bonnefied, c'est un test qu'on utilise aussi chez l'homme. Et en fait, c'est des filaments de diamètre croissant qui vont exercer donc une force de plus en plus grosse à mesure que le diamètre du filament augmente. Et en fait, on va l'appliquer au niveau des pattes arrière de nos animaux jusqu'à ce qu'en fait, ils retirent la patte. Et une fois qu'ils retirent la patte, on estime que ça, c'est leur seuil de sensibilité. Donc, chez nos animaux CUF, si tout se passe bien, ce seuil va diminuer parce qu'ils vont devenir plus sensibles, alors que les animaux CHAM, finalement, il n'y a pas de problème. Eux, ils vont garder des seuils normaux. Donc là, je vous ai mis 2 graphes sur des manips que... Enfin, celle-là, non, mais ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment. Donc, ici, vous avez les décours temporels. Et ici, en fait, vous avez la pression. C'est en fait le seuil de retrait de la patte exprimé en grammes, parce que comme c'est une pression, ça en grammes. Et donc ici, en noir, vous avez nos animaux contrôle. Donc, bon, j'aurais pu choisir un truc un peu plus joli, mais vous voyez que c'est à peu près à 3 grammes et que ça ne bouge pas trop, comparé aux animaux qui ont été opérés, qui eux ont un seuil beaucoup plus bas. Et on va leur donner de la duloxétine, qui est un antidépresseur pas très cyclique, mais c'est un antidépresseur qui est utilisé, et c'est une molécule qu'on connaît très bien, et qui marche. Et en fait, on voit que quand on les traite, au fur et à mesure du temps, eh ben, les animaux vont récupérer un seuil normal. Donc ça nous permet de valider notre modèle d'une, déjà, c'est-à-dire que les animaux opérés, ils ont effectivement une diminution du seuil, et quand on les traite avec une molécule qui est censée marcher, ça marche, donc tout va bien. Et ça, c'est des manips qu'on est en train de faire en ce moment. Donc en fait, on essaye de trouver des nouvelles molécules qui soit marchent mieux que les traitements de référence, soit vont provoquer moins d'effets secondaires ou ont besoin d'être administrés à des doses plus faibles. On essaye de raffiner et d'améliorer finalement les traitements qu'on a à l'heure actuelle. Et c'est plutôt cool parce qu'ici, vous avez toujours nos animaux contrôle, ici les animaux opérés, et on voit que pour ce groupe qui a été traité avec une molécule secrète, on a une récupération du seuil. Donc c'est super cool parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché, qui vont peut-être arriver sur le marché et qui fonctionnent. Et en fait, finalement, tout ça, c'est à destinée de l'homme, parce que c'est bien que ça marche sur la souris, mais le but, c'est que ce soit transposable à l'homme et à la clinique. Donc ça, c'est la partie majeure de mon travail. Et à côté de ça, en fait, on fait plein d'autres tests. Là, je vous en ai montré que 4. Mais en fait, on va utiliser notre expertise dans les tests comportementaux pour pouvoir donner des coups de main à d'autres équipes, à d'autres chercheurs, à d'autres laboratoires, à Strasbourg ou ailleurs, qui, eux, n'ont pas l'expertise dans ce domaine, et qui, finalement, vous nous demandez de faire les tests pour eux et d'obtenir des datas pour eux. Donc là, je vous ai mis 2 tests, le flash test et le force wind test, qui sont des tests qui vont mesurer les comportements de type dépressif. Et là, vous avez le light dark et l'open field qui sont des tests qui vont mesurer les comportements de type anxieux. Et donc en bas, là, vous avez des graphes un peu typiques de ce qu'on peut obtenir dans ce genre de test. Et on fait plein d'autres choses. Et c'est la deuxième partie finalement de mon travail de cette plateforme. Je vais laisser Léa un peu plus parler de la dépression, parce que c'est un peu plus son dada. C'est ça. Donc, je vous le rappelle, donc moi j'ai commencé une thèse sur les circuits neuraux de la dépression en particulier.
Donc déjà, avant de commencer dans le dur du sujet, je vais un peu remettre en place ce que c'est que la dépression. Donc déjà, c'est une maladie psychiatrique qui est chronique et qui va être invalidante pour les patients. C'est une pathologie qui va toucher, on estime en fait qu'une personne sur 5 va souffrir d'un épisode dépressif pendant sa vie, donc ça fait à peu près 20% de la population. Et c'est une maladie pour laquelle on a encore très peu de traitements, ou en tout cas des traitements qui marchent de façon, on va dire, assez sporadique. Donc il va y avoir des patients qui vont bien répondre, des patients qui vont répondre, mais pas totalement, et surtout on va avoir un assez grand taux de rechute. Donc la dépression, en fait, elle va être définie par ses symptômes. Donc d'une part, il faut qu'on ait pendant au moins 2 semaines un de ces 2 symptômes, voire les 2. Donc une humeur dépressive et ce qu'on appelle une anédonie. Donc une anédonie, c'est une perte de plaisir. Et ça veut dire, par exemple, que vous n'allez pas forcément avoir envie, je ne sais pas, d'aller boire un verre en terrasse avec vos amis, d'aller manger au restaurant, ou de faire les choses qui vous font plaisir d'habitude. En plus de ces symptômes-là, il faut également avoir un certain nombre d'autres symptômes qui vont être là en même temps que cette humeur dépressive et cette anédonie. Donc, il y a toute une pléthore de symptômes. On va avoir des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, et dans les pires des cas, on peut avoir jusqu'à des pensées de mort récurrentes qui peuvent, dans les cas les plus graves, amener jusqu'au suicide. Et les causes qui sont les plus connues et les plus fréquentes pour développer un trouble dépressif, ça va être d'une part le stress chronique. Donc, le stress chronique, c'est aussi un gros sujet de société maintenant, avec le stress au travail et avec les dernières conditions sanitaires, avec le stress que ça a pu procurer aux travailleurs comme nous. Et d'un autre côté, on va aussi avoir une composante qui vient de la douleur chronique, puisqu'il faut savoir que les patients qui sont atteints de douleur chronique vont développer dans 50% des cas des troubles de type anxieux et dépressif. Donc pour ces patients-là, ça va être en fait un problème parce que ça va venir ajouter à la diminution de leur qualité de vie qui était déjà là à cause de la douleur. Maintenant, la question, c'est un petit peu comment ça marche la dépression. Si par exemple, on travaille sur le diabète, on est à peu près au courant de comment fonctionne le diabète. On sait qu'il va y avoir des problèmes au niveau de l'insuline et de la façon dont les récepteurs vont capter l'insuline. Par contre, pour la dépression, on n'a pas encore vraiment ce recul pour pouvoir dire « Ok, la dépression, ça vient de ça ou de ça ». Mais on a quelques pistes. Parce qu'on sait, avec des études qui ont été faites chez l'homme, entre autres avec de l'imagerie, on sait en fait qu'il va y avoir des différences dans l'activité cérébrale chez les patients qui sont dépressifs et chez les patients qui sont contrôles et qui sont sains. Donc c'est ce que j'ai présenté ici, donc ça vient d'une étude qui a été publiée en 2015. Donc on va avoir des patients qui sont sains, et là vous avez donc une activation de différentes aires cérébrales au moment où on va présenter en fait des images qui vont induire des émotions négatives chez les patients. Et donc, vous voyez donc, un certain type d'activation chez les patients contrôle. Et par contre, chez les patients dépressifs, on va avoir des changements. Vous avez par exemple au niveau de ces aires-là, on va avoir des changements d'activité, donc en vert avec une diminution de l'activité. Et à d'autres endroits, on va par exemple avoir des augmentations de l'activité par ici. Et nous, justement, c'est cette partie-là, à l'avant, qui va nous intéresser, ou en tout cas qui m'intéresse moi dans mon projet de thèse, et c'est ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Donc, c'est une structure qui a été pas mal mise en évidence et qui semble assez centrale dans la dépression, puisque chez les patients dépressifs, on va retrouver une hyperactivation de cette structure, également une réduction du volume, et chez des patients, entre autres, qui sont résistants au traitement de la dépression, on s'est rendu compte que faire des stimulations cérébrales profondes, donc en fait, on va mettre des électrodes à l'intérieur du cerveau des patients et on va faire des stimulations, on s'est rendu compte que ça avait un effet antidépresseur pour ces patients qui, normalement, n'avaient pas de traitement approprié. À côté de ça, moi je travaille chez le rongeur, et donc chez le rongeur, on retrouve ce cortex singulaire antérieur, ou au moins une structure qui s'y apparente. Donc elle se retrouve ici, donc ça c'est le cerveau d'une souris, pareil, coupé en plein milieu, au niveau de leur nez. Là vous avez l'avant, et là vous avez l'arrière, et en fait votre cortex singulaire antérieur, il est par là, il ressemble à ça. Et chez le rongeur, on s'est rendu compte que dans des modèles de dépression, il va aussi y avoir une suractivation de cette structure. Également, dans notre équipe, on a remarqué que si on active artificiellement cette structure, ça va avoir un effet pro-dépressif, donc on va avoir des animaux qui vont avoir des comportements apparentés à la dépression, et qu'à l'inverse, si on enlève cette structure ou si on l'inhibe, on va pouvoir avoir un effet antidépresseur chez des animaux qui présentaient déjà des comportements de type dépressif. À côté de ça, le cerveau, c'est une structure, donc vous avez plusieurs aires cérébrales dedans, mais elles fonctionnent en harmonie. Enfin, elles vont toutes un petit peu discuter entre elles, parce qu'elles sont toutes reliées entre elles. Et il y a fort à parier que dans des pathologies qui vont toucher le système nerveux, on ne puisse pas juste mettre en cause une seule structure, mais que ce soit plutôt un dérèglement au niveau du fonctionnement des différentes structures entre elles. Et c'est ce que j'essaie de montrer pendant ma thèse, parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y a une autre structure qui s'appelle l'amygdale,
son vrai petit nom, c'est l'amygdale basolatérale, mais je vais me contenter d'amygdale pour cette présentation, qui est ici et qui, en fait, envoie un certain nombre de projections vers le cortex cingulaire antérieur. Et il se trouve que cette structure, l'amygdale, elle va aussi présenter une hyperactivité dans l'anxiété et dans la dépression. Et il y a d'autres études chez l'animal ou chez l'homme qui ont pu montrer soit des différences d'activation chez des patients, soit chez l'animal, qu'en lésant la structure, on pouvait améliorer les symptômes dépressifs ou anxieux. Donc, ma question avec ma thèse, c'est de savoir si on peut influer sur les comportements de type dépressif en manipulant l'activité de la voix entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur. Maintenant, la deuxième question, c'est, ok, c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on manipule l'activité d'une voix précisément dans le cerveau? Donc, il y a plusieurs façons de faire. La technique que j'utilise, c'est une technique qui a une dizaine d'années maintenant et qui s'appelle l'optogénétique. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de se servir d'un mécanisme qui existe en fait chez des algues et chez des bactéries. Où en fait, chez vous, donc là c'est l'exemple d'une algue, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, mais elle ressemble à ça. Et en fait, sur ces algues, vous avez des petites protéines qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer en fonction de la lumière. Et ça va leur permettre en fait de se déplacer dans l'espace. Donc vous avez votre algue, elle se balade tranquillement dans l'eau. Et si à un moment vous avez un rayon lumineux qui vient toucher la protéine qu'elle exprime, cette protéine, elle va s'ouvrir. Et par une cascade de signalisation que je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, ça va permettre en fait à l'algue de savoir où se retrouve la lumière et ça va par exemple lui permettre de se déplacer vers la lumière ou dans certains autres cas de se déplacer plus loin de la lumière pour pouvoir par exemple faire de la photosynthèse ou d'autres choses comme ça. Et il y a des gens qui se sont dit il y a quelques années, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça si on le mettait dans les neurones. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, la technique de l'optogénétique, on a repris cette petite protéine et on a fait en sorte de l'insérer dans des neurones. Et comme ça, en fait, en illuminant ces neurones avec de la lumière, on est capable d'ouvrir ou de fermer ces protéines. Et là, dans ces protéines, on en a certaines. Donc là, vous avez votre neurone qui n'a pas d'activité à la base. Et quand on allume la lumière, la protéine s'ouvre et on va induire une activité dans le neurone. Ça, c'est un premier type de protéine pour l'optogénétique. Et on a un deuxième type, juste pour votre information, qui va faire l'inverse. Donc là, vous avez un neurone qui, de base, va avoir beaucoup d'activité. Vous allumez la lumière, la protéine s'ouvre et l'activité s'arrête. Voilà, grosso modo, le fonctionnement. Pour mon sujet de thèse et pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis surtout intéressée à ce type de protéines-là qui vont donc induire une activation chez nos animaux, avec pour but, en fait, d'activer la voie entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur. Donc là, on a répondu à la première question, c'est comment on manipule une voix. Maintenant, vous allez vous dire, ok, par contre, comment est-ce qu'on sait qu'une souris est dépressive? En général, quand vous êtes dépressif, vous allez aller chez un thérapeute qui va vous poser des questions, qui va vous faire remplir des questionnaires et qui va pouvoir déterminer votre statut au niveau de la dépression. Vous imaginez bien que les souris, je peux difficilement les asseoir dans des petits canapés et leur demander comment elles vont. Par contre, les souris, on connaît assez bien leur type de comportement et on peut savoir assez facilement si une souris va bien ou se sent en mal-être. Et parmi les comportements qu'on peut tester, je vais vous en citer deux, c'est des comportements qui sont très importants pour la souris et pour sa survie. C'est d'une part le comportement de nidation, donc le fait de faire son nid, parce que pour la souris, faire son nid, en fait, ça va être quelque chose qui est protecteur pour elle. C'est là où elle va se reposer, là où elle va manger, ou là où elle va se reproduire, ou élever ses petits. Si on a une diminution de la qualité des nids qui sont produits par les souris, on va pouvoir se dire que peut-être il y a un sentiment de mal-être chez la souris qui peut être apparenté à la dépression. Et d'une autre part, on a aussi ce qu'on appelle les comportements de grooming ou les comportements de toilettage, où la souris, en fait, va se nettoyer quand elle est sale. Parce qu'il faut savoir qu'un rongeur, de nature, c'est des animaux qui sont très propres et qui vont passer un certain temps dans leur journée à se nettoyer. Et pareil, une diminution de la qualité du pelage ou du temps passé à se toiletter peut être vue comme une indication du mal-être de l'animal et comme une indication de symptômes de type dépressif. Également, pour valider ces tests en tant que test de la dépression, les études qui ont été faites auparavant ont aussi en fait testé l'effet des antidépresseurs et en fait on se rend compte qu'en donnant des antidépresseurs aux souris, on va augmenter la qualité des nids et on va augmenter le temps de toilettage. Donc je vais juste me concentrer pour le début sur cette histoire de comment est-ce qu'on va évaluer la qualité des nids chez les souris. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on met nos souris dans une nouvelle cage et on leur donne 2 petits carrés de coton. On les dépose là et ensuite nous on s'en va et on les laisse pendant 4 heures aller regarder et aller faire leur nid. Au bout de 4 heures, on revient, on prend des photos des nids et on va donner un score au nid des souris. Plus le score est élevé, plus le nid va être bien fait, on va dire par exemple un beau nid. Et plus le score va être bas et plus on va considérer que notre souris va avoir des comportements de type dépressif.
Donc voilà un petit peu le type de nid qu'on peut obtenir. Donc vous allez avoir plusieurs sortes et en fait on va donner un score de 1 à 4 en fonction de la qualité du nid. Donc les scores qu'on va donner sont là. Donc par exemple si au bout de vos 4 heures vous revenez et que les nids n'ont pas du tout été touchés, on va donner un score de 1. C'est le pire score qu'on peut avoir et ça va être des animaux qui vont être considérés comme très dépressifs. Ici, vous voyez que les carrés de coton, ils ont été un peu déchiquetés, mais par contre, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et en plus, on voit encore les carrés de coton un petit peu présents. Donc, c'est un peu mieux qu'avant, mais c'est toujours pas génial. On va donner un score de 2 et on va toujours considérer que nos animaux ont des comportements de type dépressif. Et après, vous avez ces deux types de nids ici. Donc, le type de nid de score 3, les carrés de coton ont été entièrement déchiquetés et vous avez un début de forme pour le nid. Et dans le meilleur des cas, donc chez des animaux qui sont complètement sains et qui sont complètement en bonne santé, vous allez avoir ce type de nid ici, donc avec un rond et un trou en fait au milieu où la souris va pouvoir se mettre dedans et se sentir en sécurité. Donc ça, ce sera le nid de type 4. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé la qualité des nids chez mes animaux avant de faire ma stimulation entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur et après avoir fait un certain nombre de stimulations. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avant qu'on ait commencé les stimulations, vous avez ici des animaux contrôle à qui on n'a rien fait, et ici des animaux qui seront plus tard stimulés. Donc, au tout début, sans stimulation, les deux groupes sont pareils. Pas de différence, ils font tous leur nid de la même façon. C'est normal, on s'y attendait. Par contre, après des stimulations chroniques entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur, vous allez voir que mon groupe stimulé, il va y avoir une diminution qui est quand même assez importante de la qualité des nids qui sont fournis par les souris. Et avec ça, on peut se dire du coup que nos animaux, suite à une hyperactivation de la voie entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur, ils vont développer des troubles de type dépressif. Et également, j'en ai parlé un petit peu au tout début, on a aussi d'autres tests, donc des tests pour, par exemple, regarder le grooming des animaux, donc le toilettage, où là, en fait, on va comptabiliser le temps qu'un animal passe à se toiletter pendant 5 minutes. Et pareil, au tout début, avant de commencer à faire les stimulations, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, les deux types d'animaux se toilettent de la même façon. Par contre, à nouveau, après l'activation chronique, on va avoir une diminution du toilettage chez les animaux qui ont été stimulés, des comportements qu'on apparence, encore une fois, à des troubles dépressifs chez l'animal. Donc après, en résumé, à quoi est-ce que ça m'a servi de faire tout ça? Parce que vous imaginez bien que pour l'instant, on ne va pas aller mettre de la lumière dans le cerveau des humains pour essayer de les rendre moins dépressifs. Par contre, ça nous a permis de montrer d'une part que cette voie entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur, ça permet effectivement de moduler la dépression. Alors, peut-être que ça ne va pas servir directement tout de suite en clinique. Par contre, souvent, quand vous allez avoir un patient qui va avoir des troubles psychiatriques, et entre autres la dépression, un de leurs gros problèmes, c'est qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça arrive. Et ça peut être un début de réponse pour eux, de pouvoir leur dire, bon, il y a un certain nombre de changements qui se passent dans votre cerveau, par exemple, il peut y avoir ce type de choses-là qui a été modifié, et c'est pour ça que vous ressentez ce que vous ressentez. D'autre part, ça je ne le présente pas ici, mais une autre partie de ma thèse, ça a été de savoir, bon, voilà, on a vu qu'en activant notre voie entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur, on induit des comportements de type dépressif, mais peut-être qu'en inhibant cette voie, on pourrait aussi supprimer les comportements de type dépressif. Et spoiler alert, oui, on y arrive, on arrive effectivement à diminuer les comportements de type dépressif en inhibant cette voie. Donc, à nouveau, ça peut aussi être un début de réponse pour, vous avez parlé des gens qui ont des stimulations cérébrales profondes, ça peut être un début de réponse pour peut-être un peu mieux placer les électrodes et raffiner en fait le type de traitement qu'on peut donner. Et en plus de ça, pendant mes années de thèse, en fait, j'ai créé un nouveau modèle de dépression. Et chez les animaux, c'est vrai qu'on a du mal à recréer tous les comportements de type dépressif, ce qui est normal chez l'animal. Mais avoir un certain nombre de modèles, ça peut permettre d'apporter un certain nombre de nouvelles réponses. Et avec ce modèle-là, par exemple, on a aussi commencé un certain nombre d'analyses pour essayer de comprendre les gènes qui peuvent être impliqués, quelles sont les protéines, quelles sont les expressions de protéines qui sont changées dans le cas de la dépression. Et ça peut à nouveau permettre d'apporter des nouvelles réponses, mais également peut-être d'apporter des nouvelles idées pour des stratégies thérapeutiques. Mais là, pour le coup, ce serait vraiment plus tard dans le temps. Et voilà. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc comme d'habitude, merci déjà à vous deux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je sais que pour quelques personnes parmi vous, vous avez un délai qui est quand même pas mal, mais c'est pas grave, on attendra encore 5 petites minutes. Si jamais par hasard, chez vous avez des questions. Vas-y, Victor. J'ai une question pour Quentin. Tu parlais de développement de nouvelles molécules, ouais. de drogue finalement, pour essayer d'améliorer notre arsenal contre la douleur,
tu montes justement une molécule secrète, j'imagine. Qu'est-ce que vous êtes en train de développer? À partir de quand tu penses que ce sera réellement disponible pour l'homme? Quelqu'un dans une phase préclinique? Temporellement, ouais, là on est dans une phase préclinique, donc il va falloir déjà qu'on solidifie les résultats, qu'on montre que effectivement ça marche bien, qu'on essaye de raffiner. Et une fois que tout ça se sera fait et qu'on sera en mesure de sortir des résultats qui seront publiables, nous, notre travail il s'arrête là. Et en fait, après, le brevet ou la propriété intellectuelle va être reprise par un laboratoire ou par une boîte qui sera capable, elle, de fabriquer les médicaments, de faire les phases cliniques suivantes. Et ouais, après, une fois que le brevet est déposé, je crois que dans l'industrie pharma, c'est à peu près 10 ans avant de pouvoir proposer un médicament sur le marché, sachant qu'un brevet, c'est 20 ans. Donc, Et c'est pas frustrant d'appartenir finalement à cette étape très précoce et de ne pas être dans le temps long comme ça? Oui. Pour les jeunes qui veulent potentiellement. Ouais, mais oui et non. Après, je pense que ici, finalement, nous, on s'occupe que de la partie connaissance parce qu'on fait de la recherche. On ne fait pas de la recherche et développement, ou pas encore beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de startups, de petites boîtes qui, elles, s'occupent finalement d'un peu tout. Alors après aussi, c'est des développements qui sont super longs. Et finalement, dans ta carrière, si tu fais pas 5 ou 6 projets en parallèle, tu vas, sur ton temps de carrière, finalement, tu vas peut-être publier 2 molécules qui vont marcher, et encore, parce que c'est pareil, avant d'arriver à des molécules qui semblaient montrer un effet et qui là montrent un effet, on en a testé une bonne panoplie. C'est toujours pareil, on part de molécules qu'on connaît, on essaye de les bricoler un peu pour les rendre plus efficaces, avoir moins d'effets, moins de toxicité, moins de choses comme ça. Et en fait, on invente, enfin là, on a rien, finalement, ils n'ont rien inventé parce que on travaille en collaboration avec la faculté de pharmacie et la pharmacologie à Kirch. Et ils n'ont rien inventé, ils sont pas dit tiens, je pense que cette structure-là, elle va super bien marcher. En fait, ils sont partis de choses qu'on connaissait déjà et ils essayent juste de les améliorer grâce aux avancées aussi techniques au niveau de la synthèse des nouvelles molécules. Donc, le conseil, c'est patience. Il faut être patient, de toute façon, dans la recherche, il faut être patient. Et ouais, après, moi, ce que je fais là, la phase préclinique, finalement, mon travail sur les animaux, je trouve ça vraiment bien, ça me plaît énormément. Et finalement, contrairement aux personnes qui étaient passées un peu avant, moi, je préfère bosser sur les souris que sur l'humain. Après, peut-être que ça va changer. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut des personnes au départ, des personnes à l'étape d'après, pour que tout ça, ça fonctionne et qu'on puisse créer des choses et avancer. Il y a des questions? J'ai une question pour Léa. Dans ton introduction, tu me disais qu'il y avait une hyperactivité de l'ACC chez l'homme et chez le rongeur, chez le domestique. Mais en même temps, tu nous dis que l'un des traitements chez l'homme, c'est stimulation profonde de l'ACC. Oui. Je voulais juste un petit peu contradictoire de dire qu'on a une hyperactivité et ce qu'on va faire, c'est encore le stimuler. Ouais. Alors en fait, la stimulation cérébrale, enfin, le protocole de stimulation qui est utilisé en clinique pour traiter les patients résistants à la dépression, c'est une stimulation qui est à haute fréquence. Et en fait, il se trouve que la très haute fréquence à cet endroit du cerveau va avoir un effet inhibiteur en fait, sur cette structure-là. Donc en fait, on finit par diminuer l'activité de la structure. Mais du coup, tu dis aussi qu'il y a énormément de patients qui ne répondent pas. Est-ce que plutôt que de dire la dépression, il faudrait dire les dépressions? Je pense effectivement, pour moi, il y a une sorte d'aberration dans la façon dont on diagnostique, dont on traite la dépression. Pour moi, ça reviendrait un peu à dire qu'en fait, on va traiter un cancer du sein et un cancer du côlon de la même façon. Mais je pense aussi que c'est assez compliqué parce que la dépression, pour moi, c'est un peu le problème final. Quand on a un problème dans le cerveau, on va finir par développer une dépression. C'est aussi des choses qui se voient dans d'autres maladies neurodégénératives, par exemple. Et je pense qu'en fait, une fois qu'on aura mieux compris les causes, on pourra aussi mieux la traiter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir tous ces modèles animaux qui vont pouvoir, par exemple, si ça se trouve, pour traiter une dépression dans une douleur chronique, ça ne va pas du tout être la même chose que pour la traiter avec quelqu'un qui a eu, par exemple, du stress quand il était enfant ou des événements extrêmement violents dans son enfance, par exemple. Je n'ai pas forcément de questions.
À part peut-être sur ton statut qui est un petit peu particulier, Quentin, parce que c'est vrai qu'on a vu des post-doctorants, des doctorants passés, toi tu es ingénieur. Ouais. D'après toi, qu'est-ce qui change un petit peu entre le boulot d'un ingénieur et le boulot d'un doctorant? Est-ce qu'il y a plus de manip, plus de... Moi, mon travail, je considère que c'est un travail de thésard, mais sans les côtés chiants. C'est comme ça que je le perçois, en fait. Parce que je suis plutôt manuel. La littérature, j'aime bien en faire un petit peu. Et vraiment, ça devient chiant. J'aime pas trop présenter. J'aime pas... Enfin, tous les autres côtés administratifs, un peu, on va dire, et tous les côtés vraiment académiques, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis vraiment sur la mise en pratique, sur les manips. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît. Donc, en fait, le boulot d'ingénieur, c'est pas que ça, mais c'est majoritairement ça. Et ouais, c'est pour ça que ça me plaît aussi. Okay. C'est plus du pratique que du théorique. Ok. Quelqu'un a une question par ça?